je vous ai invité à prendre très lucidement et très fermement la résolution de vous donner totalement à Dieu par amour, sans restriction et sans réserve, comme Dieu lui-même se donne à vous, et sans vouloir rien garder qui ne soit pas pour Dieu. Je suppose que nous avons pris cette résolution. Eh bien, nous avons beau l'avoir prise, nous y manquons constamment. Constamment, nous nous laissons détourner de Dieu, entraîner loin de Dieu et des exigences de son amour. Alors, il faut nous demander pourquoi nous sommes ainsi constamment infidèles à nos meilleures et à nos plus fermes résolutions. Eh bien, la réponse à ce problème a été donnée par le Christ lui-même, dont le regard va au plus profond de l'homme, dans une petite phrase de l'Évangile qui peut résumer à elle seule tous les romans, toutes les pièces de théâtre et tous les films de tous les temps. Et cette petite phrase de l'Évangile est celle-ci: l'esprit est bon et la chair est faible. Voilà pourquoi nous sommes constamment infidèles à nos meilleures et à nos plus fermes résolutions. C'est parce que nous nous en laissons détourner par la promptitude de l'esprit et la faiblesse de la chair. Alors maintenant que nous savons où se trouve l'obstacle, il faut se demander où se trouve le remède. Eh bien, vous pensez bien que le Christ n'a pas signalé l'obstacle sans indiquer le remède. Et je vais maintenant vous citer le passage entier de l'Évangile dont je ne vous ai cité que la seconde partie. Le Christ nous est dit: veillez et priez, car l'esprit est prompt et la chair est faible. Voilà les deux grands moyens de réalisation de la vie chrétienne enseignés par le Christ lui-même: la vigilance et la prière. Et ce sont les moyens indispensables sans lesquels nous ne pouvons pas réaliser la vie chrétienne et vivre vraiment en chrétien. Je vous parle aujourd'hui de la vigilance et nous consacrerons ensuite 4 séances à parler de la prière. La vigilance, c'est de garder notre esprit constamment attentif à tout ce que nous pensons, disons et faisons pour le diriger vers Dieu par amour. Car si nous ne sommes pas attentifs à ce que nous pensons, disons et faisons, alors il est inévitable que nous ne le ferons pas par amour de Dieu et que nous ne vivrons pas et n'agirons pas en chrétien. Et dès que notre vigilance se relâche, nous sommes entraînés par la promptitude de l'esprit et la faiblesse de la chair, loin de l'amour de Dieu et de ses exigences. Vous voyez donc que non seulement il s'agit de vigilance, mais il s'agit de vigilance continuelle, puisque c'est à chaque seconde de notre vie qu'il faut que tout soit par amour de Dieu, c'est à chaque seconde de notre vie qu'il faut avoir notre esprit attentif à ce que nous pensons, disons et faisons pour le diriger vers Dieu par amour.
Et si un seul instant notre vigilance se relâche, alors nous nous laissons entraîner par la promptitude de l'esprit et la faiblesse de la chair hors des voies de l'amour de Dieu. Pour ne pas être entraîné par nos sens, pour ne pas laisser vagabonder notre imagination, pour ne pas laisser nos désirs se porter vers n'importe quoi. Il faut maintenir notre esprit constamment orienté vers Dieu, et cela suppose une attention de tous les instants à ce que nous pensons, disons et faisons. Cela suppose la vigilance continuelle. Cette vigilance continuelle est-elle possible? Il semble, à première vue, qu'elle va demander une tension d'esprit, un effort ininterrompu dont nous sommes certainement incapables. Et quand même nous voudrions les fournir, nous serions finalement vaincus par la fatigue et la lassitude, quand ce ne serait pas par le sommeil. Alors, que faire? Eh bien, c'est que Jésus-Christ n'a pas séparé les deux préceptes de la vigilance et de la prière. Quand il nous a dit veillez, priez, et quand tous les apôtres après lui nous répètent veillez et priez, il ne sépare jamais la vigilance et la prière. Elles sont inséparables. On ne peut pas pratiquer l'une sans l'autre. Et la vigilance peut avoir lieu sans tension d'esprit et sans effort, aisée, facile, spontanée, si elle jaillit de la prière comme de sa source. C'est la prière qui doit nous faire réaliser la vigilance. Par conséquent, des deux moyens indispensables de réalisation de la vie chrétienne indiquée par Jésus-Christ, la vigilance et la prière, le principal des deux est la prière, parce que c'est la prière qui est la source d'où jaillit toute la vie chrétienne. Et c'est pourquoi, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, à partir de la prochaine fois, nous allons consacrer 4 entretiens de formation spirituelle à la prière. Nous avons vu la dernière fois qu'il y a une véritable différence de nature entre la connaissance sensible, qui est commune à toutes les espèces animales, et la connaissance intellectuelle, qui est le propre de l'homme. Ce que la connaissance sensible connaît des choses, ce sont des couleurs, des sons, des odeurs, des saveurs. Ce que l'intelligence connaît des choses, c'est leur nature. La nature d'une chose, c'est-à-dire ce que la chose est, ce qui la constitue dans son être, de sorte que l'intelligence connaît les choses dans leur être et par leur être, comme Louis connaît les choses dans leur son et par leur son, et par conséquent, l'être est l'objet formel qui détermine la nature de l'intelligence, comme le son est l'objet formel qui détermine la nature de l'ouïe. Le problème qui se pose maintenant est de nous demander comment l'intelligence parvient à connaître les natures des choses. Et nous allons rencontrer à ce sujet 3 grandes positions présentes à travers l'histoire de la philosophie. Je vous avais annoncé la dernière fois 4 grandes positions sur le problème des idées. La première
c'était le nominalisme ou sensualisme dont nous avons fait l'examen critique et la réfutation la dernière fois. Nous allons maintenant voir les trois sortes. La première position, c'est le platonisme du nom de son principal représentant, Platon. Mais avant Platon, on trouve déjà le platonisme chez Parménide, et ensuite on le retrouve au Moyen-Âge chez Scott, et au XVIIe siècle chez Malebranche. Ces divers noms sont écrits au tableau. Pour vous exposer le platonisme, je prends la position la plus caractéristique, c'est-à-dire celle de Platon lui-même. Platon a admirablement bien vu ce que je viens de vous rappeler, c'est-à-dire que la connaissance intellectuelle est d'une autre nature que la connaissance sensible, parce qu'elle connaît des natures intelligibles que la sensibilité est incapable de connaître. Ayant très bien vu cela, Platon en a conclu qu'il existe, en dehors de notre esprit, un monde intelligible ou idéal, distinct du monde sensible, dans lequel existeraient réellement les natures intelligibles universelles qui sont connues par nos idées. Donc un monde intelligible et idéal dans lequel il y aurait l'homme en soi avec un grand H, la justice en soi avec un grand J, le triangle en soi avec un grand T, le bien en soi avec un grand B. Et Platon suppose que l'âme humaine a existé avant le corps. C'est là une très grave erreur que nous réfuterons en octobre quand nous ferons le cours sur l'âme humaine. Mais Platon pense que l'âme humaine a existé avant le corps et qu'alors elle a vécu dans le monde intelligible et l'a contemplé. Et elle s'en souviendrait, et ce serait là l'origine de nos idées. C'est ce qu'on appelle la théorie de la réminiscence. Platon prétend même que ce monde intelligible et idéal serait la véritable réalité, tandis que le monde sensible ne serait qu'un monde d'ombre et d'apparence. Et c'est là qu'il prend sa fameuse image de la caverne. Si un homme est placé dans une caverne, tournant le dos à l'orifice et regardant le fond, il ne verra pas les choses réelles, il ne verra que leurs ombres portées sur le fond de la caverne. Et bien de même, la connaissance sensible ne connaîtrait qu'un monde d'ombre ou d'apparence, tandis que la véritable réalité serait le monde intelligible ou idéal. Eh bien, cette position de Platon est absolument impossible pour deux raisons. La première, c'est que les natures universelles connues par nos idées ne peuvent avoir aucune existence réelle en dehors de notre pensée, car aucun être ne peut exister réellement sans être individuel, c'est-à-dire distinct de tout autre et déterminé en tous ses caractères. Par exemple, il ne peut exister que des hommes individuels, mais il ne peut exister aucun être
qui serait l'homme en soi avec un grand H, ou la nature humaine ou l'humanité. Car, par exemple, pour être homme, il faut avoir des cheveux. Même si on est chauve, c'est qu'on les a perdus, mais on en a eu avant. Eh bien, ces cheveux, ils sont bruns, ou ils sont blonds, ou ils sont roux. Mais ils ne peuvent pas être sans couleur, ou de toutes les couleurs à la fois. Et puis, la seconde raison pour laquelle nous ne pouvons pas admettre le platonisme, c'est que si Platon avait raison, nos connaissances intellectuelles seraient indépendantes de l'expérience sensible. Or, nous avons vu la dernière fois que toutes nos connaissances intellectuelles proviennent de l'expérience sensible, au point que nous ne pouvons nous faire aucune idée de ce dont nous n'avons pas l'expérience, que tout ce dont nous n'avons pas l'expérience est inconcevable pour nous. Que par exemple un aveugle de naissance ne peut pas avoir l'idée de couleur. Alors, après avoir rejeté le platonisme, le problème se pose ainsi. L'intelligence connaît autre chose que ce que connaît la sensibilité. Elle connaît des natures intelligibles universelles. Mais ces natures intelligibles universelles n'ont aucune existence réelle en dehors de notre pensée. Alors vient un troisième système qu'on appelle l'idéalisme. L'idéalisme est représenté chez les Grecs par Protagoras, au Moyen-Âge par Abélard, dans les temps modernes par Kant, Fichte, Hegel, dont les noms sont écrits au tableau. L'idéalisme prétend que puisque les natures intelligibles universelles connues par nos idées n'ont pas d'existence réelle en dehors de notre pensée, c'est qu'alors ces natures intelligibles sont des créations de l'activité de notre esprit. Vous voyez ce que veut dire le mot idéalisme? Il veut dire il n'y a rien d'autre que les idées. Il n'y a pas de réalité connue par nos idées. Il n'y a rien d'autre que nos idées qui sont des productions, des créations de notre activité intellectuelle. Eh bien, nous ne pouvons pas non plus admettre cet idéalisme, car si l'idéalisme avait raison, nos idées seraient indépendantes de l'expérience sensible. Et je viens de vous rappeler que toutes nos idées proviennent de l'expérience sensible, au point que nous ne pouvons avoir aucune idée de ce dont nous n'avons pas l'expérience. À travers l'histoire de la pensée humaine, il est arrivé souvent que l'intelligence humaine construise des théories qui sont de belles constructions de l'esprit, dont la logique interne et la cohérence satisfait notre esprit. Eh bien, chaque fois qu'on a ainsi construit des théories en se coupant de l'expérience, cela a toujours été l'échec et la stérilité totale. Et la pensée n'a recommencé à progresser que quand elle s'est remise à l'école de l'expérience. Supposons une théorie magnifiquement bien construite, d'une admirable cohérence interne.
satisfaisant pleinement la logique de notre esprit, il suffira d'une seule expérience venant contredire cette théorie pour qu'on doive la rejeter. L'expérience commande et notre intelligence lui obéit. Pourquoi? Parce que c'est par l'expérience et par elle seule que nous avons le contact avec la réalité à connaître. Notre intelligence ne connaissant rien directement. C'est donc bien la réalité qu'il s'agit de connaître telle qu'elle est par nos idées. Alors, ayant rejeté successivement le nominalisme, le platonisme et l'idéalisme, il nous reste à trouver la vraie solution du problème de la formation des idées. Et cette vraie solution s'est trouvée en Grèce chez Aristote, au Moyen-Âge chez saint Thomas d'Aquin, au XVIIe siècle chez Leibniz, dont les noms sont écrits au tableau. Nous venons de voir trois systèmes dont chacun a vu quelque chose de vrai, mais est tombé dans l'erreur en niant ce qu'ont vu les autres. Le nominalisme a très bien vu qu'il n'existe dans la réalité que des individus et que toutes les connaissances intellectuelles proviennent de l'expérience sensible. Mais il est tombé dans l'erreur en méconnaissant que la connaissance intellectuelle est d'une autre nature que la connaissance sensible et connaît autre chose. Platon a très bien vu que la connaissance intellectuelle est d'une autre nature que la connaissance sensible et connaît autre chose. Mais il est tombé dans l'erreur en méconnaissant qu'il n'existe que des êtres individuels et en méconnaissant l'origine sensible de toutes nos connaissances intellectuelles. L'idéalisme a très bien vu qu'il y a une activité de l'intelligence pour former nos idées, mais il est tombé dans l'erreur en méconnaissant que toutes nos idées proviennent de l'expérience sensible. Il va nous rester à accepter à la fois toutes les vérités partielles et complémentaires qui ont été vues par ces différents systèmes opposés, en montrant comment ces vérités partielles et complémentaires ne se contredisent pas, mais s'accordent entre elles dans une vue complète de la formation des idées. Et c'est cette synthèse qui a été réalisée par Aristote, saint Thomas d'Aquin et Leibniz. Reprenons l'exemple de l'idée d'homme. Nous n'avons l'idée d'homme que lorsque nous avons vu un certain nombre d'hommes, à partir de l'expérience sensible des hommes individuels. Et pourtant, par l'idée d'homme, notre intelligence connaît des hommes autre chose que ce qu'en connaît la sensibilité. L'intelligence connaît leur nature, la nature humaine. Mais cette nature humaine n'existe pas en dehors des hommes individuels dans un monde intelligible ou idéal platonicien. Elle n'est pas non plus, comme le prétend l'idéalisme, une création de l'activité de notre esprit. Car cette nature humaine est la nature
des hommes individuels avec lesquels l'expérience sensible nous met en contact. Elle n'existe pas en dehors d'eux, dans un monde intelligible ou idéal platonicien. Elle existe en eux comme leur nature. Les natures intelligibles connues par nos idées ne sont pas hors de notre esprit dans un monde intelligible ou idéal platonicien. Elles sont dans les choses dont elles sont les natures. Elles ne sont pas des créations de notre esprit, elles appartiennent réellement aux choses dont elles sont les natures. Mais l'intelligence mise au contact des hommes individuels par l'expérience sensible découvre en eux quelle est leur nature. Et il y a donc bien une activité de l'intelligence, c'est ce qu'avait bien vu l'idéalisme pour former l'idée d'homme, mais ce n'est pas une activité de production ou de création, c'est une activité de découverte. L'activité de l'intelligence est une activité de découverte qui découvre son objet propre, c'est-à-dire l'intelligible, dont les données de l'expérience sensible, où la sensibilité, elle, est incapable de le découvrir. Et alors, vous voyez qu'ainsi, nous avons reconnu et concilié entre elles toutes les vérités partielles et complémentaires. Nous avons reconnu que les êtres réels sont individuels. Nous avons reconnu que toutes nos connaissances intellectuelles proviennent de l'expérience sensible. Nous avons reconnu que l'intelligence connaît autre chose que ce que connaît la sensibilité en connaissant des natures intelligibles. Et nous avons reconnu que pour parvenir à connaître par des idées ces natures intelligibles, il faut non pas les créer par une activité de création ou de production, mais il faut les découvrir dans les données de l'expérience sensible par une activité de découverte. Donc nous reconnaissons à la fois tout ce qu'avait vu de vrai chacun des trois systèmes opposés, en montrant comment ces vérités partielles et complémentaires s'accordent entre elles dans une vue complète de la formation des idées. Dans le mot intelligence, vous avez INT à l'intérieur. Pourquoi? L'expérience sensible nous met en contact extérieur avec les choses qui agissent sur nos organes par des phénomènes physiques comme la lumière, le son ou la chaleur. À travers ce contact extérieur, le regard de l'intelligence fait ce que lui seul peut faire, ce que la sensibilité ne peut pas faire. Le regard de l'intelligence pénètre à l'intérieur des choses pour voir en elles quelle est leur nature, c'est-à-dire ce qui les constitue dans leur être, car c'est la nature de l'intelligence dont l'objet formel est l'être, de saisir les choses dans leur être même.
si vous voulez une image, disons comme les rayons X pénètrent à l'intérieur des chairs pour découvrir le squelette. Mais mon image, comme toute image, est déficiente, car ce que découvrent ainsi les rayons X est encore du sensible, tandis que l'intelligence découvre ce qu'elle seule peut découvrir, c'est-à-dire l'intelligible. Donc l'intelligence est un regard qui pénètre à l'intérieur des choses pour saisir en elles leur nature. Et c'est bien l'étymologie du mot, où vous avez INT à l'intérieur. Et puis ligence, ça vient de lire. C'est la faculté de lire ou de voir. Étymologiquement, l'intelligence, c'est la faculté de voir à l'intérieur des choses ce qu'elles sont. Et nous avons déjà une première idée de l'activité de l'intelligence qui est ainsi découverte de l'intelligible dans les données de l'expérience sensible. Il faut maintenant pousser plus loin notre investigation. Considérons une nature intelligible connue par une idée, comme la nature humaine connue par l'idée d'homme. Nous trouvons cette nature intelligible sous deux états bien différents. Dans la réalité, hors de notre pensée, la nature humaine n'existe que dans les hommes dont elle est la nature, et par conséquent liée à l'individualité de chacun d'eux. Elle n'existe qu'avec des cheveux bruns chez Pierre, des cheveux blonds chez Paul et des cheveux roux chez Jacques. Elle n'existe qu'avec le sexe masculin chez Pierre et le sexe féminin chez Catherine. Elle n'existe que sous un état d'individualité. Et puis, dans notre pensée, dans l'idée d'homme, nous trouvons la nature humaine dégagée de tous les caractères individuels qui distinguent les hommes les uns des autres. Autrement dit, nous trouvons la nature humaine sous un état d'universalité. Donc, une nature intelligible n'existe dans les choses que sous un état d'individualité et n'existe dans une idée que sous un état d'universalité. Comment se fait le passage de l'un à l'autre de ces deux états? C'est là que nous allons vraiment caractériser l'activité de l'intelligence. Eh bien, la réponse, c'est que l'intelligence ne découvre une nature intelligible dans les données de l'expérience sensible qu'en la séparant de tout ce qui l'accompagne dans l'expérience sensible. Par exemple, notre intelligence ne découvre dans les hommes leur nature humaine qu'en la séparant de tous les caractères individuels qui distinguent les hommes les uns des autres. Ainsi donc, l'intelligence ne découvre l'intelligible dans le sensible
qu'en séparant l'intelligible de tout ce qui l'accompagne dans le sensible, c'est-à-dire en extrayant l'intelligible des données de l'expérience sensible. Et ainsi, l'activité fondamentale de l'intelligence est une activité d'extraction. Extraire l'intelligible du sensible. Si vous voulez des images qui vous aident à comprendre, disons, comme le chimiste ou le métallurgiste ne découvre le métal dans le minerai qu'en extrayant le métal du minerai, c'est-à-dire en séparant le métal de tout ce qui l'accompagne dans le minerai pour avoir le métal à l'état pur. Ou bien, seconde image, comme le pêcheur ne découvre les poissons dans la mer qu'en extrayant les poissons de la mer par ses filets, c'est-à-dire en séparant les poissons de la mer pour avoir les poissons seuls dans son bateau. De même, l'intelligence ne découvre l'intelligible dans les données de l'expérience sensible qu'en séparant l'intelligible ainsi découvert de tout ce qui l'accompagne dans l'expérience sensible pour avoir l'intelligible seul, l'intelligible à l'état pur dans une idée. Donc l'activité de découverte de l'intelligence est une activité d'extraction. Extraire l'intelligible des données de l'expérience sensible. Et c'est pourquoi cette activité fondamentale de l'intelligence humaine s'appelle l'abstraction. Les deux préfixes ex et ab sont synonymes. Remarquez tous les mots qui commencent par ex ou ab. C'est la même idée de séparation, de point de départ, d'issue, d'origine. Les deux mots extraction et abstraction sont ainsi équivalents. L'activité fondamentale de l'intelligence humaine s'appelle l'abstraction parce qu'elle est une extraction, parce qu'elle extrait l'intelligible du sensible. Et voilà pourquoi toutes nos idées sont abstraites et toutes nos connaissances intellectuelles sont abstraites. Ce qui caractérise l'homme en le distinguant de toutes les autres espèces d'animaux. Car si les animaux ont comme nous des sensations, une imagination, une mémoire, une association des images, ils ne sont pas capables d'abstraction, ils n'ont pas d'idées abstraites. Quand je dis que toutes nos connaissances intellectuelles sont abstraites, cela vous paraît certainement bien évident quand il s'agit des sciences mathématiques et quand il s'agit de la philosophie. Mais peut-être avez-vous une hésitation concernant les sciences expérimentales. Eh bien, je vais vous montrer que même dans les sciences expérimentales, toutes nos connaissances intellectuelles sont abstraites. Et pour cela, je prends comme exemple une loi expérimentale extrêmement simple, qui est la loi de la chute des corps, que le physicien énonce
le corps pesant tombe d'un mouvement vertical uniformément accéléré, ce qui est une donnée de l'expérience. Le corps pesant, dont la réalité, c'est une pierre, un morceau de bois ou un morceau de fer. C'est un cube, une sphère ou un cylindre. Mais l'intelligence du physicien a laissé de côté toutes les différences de nature substantielle, pierre, bois ou fer, et toutes les différences de figures géométriques, cubes, sphères ou cylindres, qui existent entre tous ces corps réels, pour ne considérer en eux tous qu'une nature intelligible qui leur est commune à tous, la nature de la pesanteur. Et c'est ainsi purement dans l'abstrait que le physicien énonce: le corps pesant tombe d'un mouvement vertical uniformément accéléré, ce qui énonce une propriété de cette nature intelligible commune à tous les corps pesants, qu'est la pesanteur. Allons plus loin. Le mouvement réellement observé dans l'expérience n'est jamais rigoureusement vertical. Il y a toujours un peu de vent qui fait dévier de la verticale. Et puis il faudrait tenir compte de l'influence du champ magnétique terrestre, car ce corps pesant n'a pas un magnétisme nul. Et puis il faudrait tenir compte des attractions de la Lune et du Soleil qui s'ajoutent à celles de la Terre. Donc le mouvement réellement observé n'est jamais rigoureusement vertical, et il n'est jamais rigoureusement uniformément accéléré, car il est toujours quelque peu freiné par la résistance de l'air. Eh bien, l'intelligence du physicien a laissé de côté toutes les causes autres que la pesanteur qui interviennent dans le mouvement réellement observé, pour ne considérer que l'effet de la seule pesanteur, que ce qui est dû à la seule pesanteur. Et par conséquent, c'est bien purement dans l'abstrait que le physicien a énoncé: le corps pesant, en tant que corps pesant, en raison de sa pesanteur, tombe d'un mouvement vertical uniformément accéléré. À quoi d'ailleurs le physicien ajoutera ensuite ce qu'il appelle des corrections pour tenir compte, par exemple, de la résistance de l'air. Je pense que cet exemple suffira à vous montrer que même dans les sciences expérimentales, toutes nos connaissances intellectuelles sont abstraites. Ce que je viens de vous exposer sur l'abstraction, je vais maintenant le reprendre avec un vocabulaire philosophique plus précis. L'intelligible que l'intelligence veut connaître n'est qu'en puissance et non pas en acte, dont les données de l'expérience sensible. Il faut donc une activité de l'intelligence pour faire passer cet intelligible de la puissance à l'acte. Et là,
et le rôle actif de l'intelligence, que saint Thomas d'Aquin, dans son vocabulaire latin, appelait intellectus agens, l'intelligence active, l'intelligence dans son activité pour faire passer l'intelligible de la puissance à l'acte. Quand ceci a lieu, l'intelligible en acte est possédé par notre esprit. Il l'imprègne, il est comme imprimé en elle. C'est ce que le vocabulaire latin de saint Thomas d'Aquin appelle la species impressa. Species, littéralement l'espèce, l'espèce ou la nature de la chose, impressa, pénétrant notre esprit, possédé en nous. À ce moment-là, nous avons en nous l'intelligible en acte. L'intelligence est en puissance de le connaître. Ce que le vocabulaire latin de saint Thomas d'Aquin appelle intellectus possibilis. L'intelligence potentielle, l'intelligence en puissance de connaître. Mais l'intelligible en acte, qui est présent dans la species impressa, va faire passer l'intelligence de la puissance à l'acte de connaître. À ce moment-là, a lieu l'acte de connaissance intellectuelle où l'intelligible est connu en acte. Et à ce moment-là, la nature intelligible connue en acte est exprimée dans notre pensée. C'est ce que le vocabulaire latin de saint Thomas d'Aquin appelle la species expressa, c'est-à-dire la nature de la chose exprimée dans notre pensée en laquelle elle est connue. Voilà, en nous basant sur la distinction de l'être en puissance et de l'être en acte, l'analyse tout à fait complète et précise du fonctionnement de la connaissance intellectuelle par nos idées. Je vous signale que le nominalisme donne une notion fausse de l'abstraction en réduisant l'abstraction à une généralisation des données de l'expérience sensible. Auquel cas, l'abstraction serait un appauvrissement. On ne garderait que les caractères communs en éliminant les différences. Eh bien, l'abstraction n'est pas un appauvrissement parce qu'elle est la découverte d'une richesse cachée, la découverte de l'intelligible. Et c'est ça que le nominalisme n'a pas fait. Quand dans un énorme tas de paille ou de sable, on découvre un diamant ou une paillette d'or, il a fallu éliminer tout le sable ou toute la paille. Ce n'est pas un appauvrissement, c'est la découverte d'une richesse cachée. Lorsque, pour la première fois, Pierre et Marie Curie, traitant une masse considérable de pegblende, en ont extrait une infime quantité de radium, ils avaient dû pour cela éliminer tout le reste. Ce n'était pas un appauvrissement, c'était la découverte d'une richesse cachée. Ainsi en est-il
de la découverte de l'intelligible par l'abstraction. Ceci est particulièrement important concernant l'idée d'être, car si on considère l'abstraction comme un appauvrissement, alors l'idée d'être, qui est la plus abstraite, serait la plus pauvre de toutes. Et il faudrait éliminer toutes les différences entre les êtres, toutes les déterminations qui caractérisent chaque être. Et l'appauvrissement serait si total qu'on finirait avec Hegel par identifier l'être avec le néant, par dire qu'il ne reste plus rien. Alors qu'en réalité, l'abstraction fondamentale de l'intelligence, qui est de saisir l'être dans la diversité des êtres, est la découverte de la plus grande richesse cachée, de la richesse première et fondamentale de toute chose, qui est d'être, car si cela n'était pas, cela ne serait rien. C'est donc la conception nominaliste de l'abstraction qui a conduit l'idéaliste Hegel à l'erreur dont nous avons fait l'examen critique dans le premier cours de philosophie. Puisque l'abstraction est le procédé fondamental de l'intelligence humaine, les différents types de connaissances intellectuelles vont se classer d'après les différentes formes de l'abstraction. Le regard de l'intelligence, en pénétrant dans la réalité à connaître pour y découvrir l'intelligible, peut y pénétrer à des profondeurs différentes. Et par conséquent, il y a différentes profondeurs d'intelligibilité. De même que le pêcheur, s'il jette ses poissons dans la mer, s'il jette ses filets dans la mer, à des profondeurs différentes, ne ramènera pas les mêmes poissons. Il aura exploré différentes profondeurs sous-marines. Eh bien, de même, il y a dans la réalité à connaître différentes profondeurs d'intelligibilité qui constituent les degrés d'abstraction. Et c'est par là que se classent les grands types de connaissances intellectuelles. Il y a 3 degrés d'abstraction. Premier degré, celui des sciences physiques et naturelles ou sciences expérimentales, où l'intelligence laisse de côté les caractères particuliers des phénomènes particuliers pour considérer les natures universelles et les lois universelles des phénomènes physiques et sensibles eux-mêmes par lesquels la réalité se manifeste à notre expérience. Et alors on étudie le mouvement, la lumière, le son, la chaleur, l'électricité, la vie, les phénomènes physiques et sensibles par lesquels la réalité se manifeste à notre expérience. Deuxième degré, les sciences mathématiques, qui laissent de côté les phénomènes physiques et sensibles
par lesquels la réalité se manifeste à notre expérience, pour ne plus considérer dans les choses que ce qu'il y a en elles de quantitatif, que les quantités et les relations de calcul entre les quantités. Ce sont des sciences qui ont pour objet formel la quantité en tant que telle. Troisième degré, le degré métaphysique, où l'intelligence laisse encore de côté tout ce qu'il y a de quantitatif dans les choses, pour ne plus considérer dans les choses que leur être même, que le fait même d'être. Et on a alors la connaissance qui a pour objet formel l'être en tant qu'être, c'est la métaphysique. Toutes les sciences se rattachent à l'un ou l'autre de ces degrés d'abstraction qui constituent les trois grands types de connaissances intellectuelles. Mais il peut y avoir des sciences mixtes, à cheval sur deux types. Tel est par exemple le cas de la physique moderne, qui est matériellement physique et formellement mathématique. Elle est matériellement physique parce qu'elle étudie les phénomènes physiques et sensibles, mais elle est formellement mathématique parce qu'elle recherche en eux ce qu'il y a de quantitatif, c'est-à-dire les quantités qu'elle y détermine par ses mesures. Quelqu'un lui demandait qu'est-ce que c'est que la théorie électromagnétique de Maxwell qui vous a servi de base dans votre découverte. Et Hertz a répondu, la théorie électromagnétique de Maxwell, ce sont les équations de Maxwell. De même, la théorie de la relativité d'Einstein, ce sont les équations d'Einstein. Les personnes qui s'imaginent connaître la théorie de la relativité parce qu'elles ont lu un livre de vulgarisation où il n'y a pas d'équation, n'en connaissent absolument rien. La théorie de la relativité d'Einstein, ce sont les équations d'Einstein. Tout le langage de la physique moderne est un langage qui est entièrement fait d'équations. Elle connaît ainsi ce qu'il y a de quantitatif dans les phénomènes physiques. Et c'est donc une science matériellement physique et formellement mathématique. Chacun de ces grands types de connaissances intellectuelles a sa manière propre de concevoir et de raisonner. Et on risque les plus graves erreurs si l'on commet des confusions entre ces différents types de connaissances intellectuelles. Par exemple, il est absolument capital, vous verrez cela au mois de mai, pour la démonstration de l'existence de Dieu, de ne faire aucune confusion entre la notion de causalité du physicien et la notion de causalité du métaphysicien. Ce n'est pas du tout la même notion de causalité. Pour le physicien, la causalité est une régularité dans la succession et l'enchaînement des phénomènes sensibles.
Et un physicien dira qu'un phénomène A est la cause d'un phénomène B si le phénomène A est toujours accompagné ou suivi du phénomène B. Pour le métaphysicien, la causalité est une dépendance dans l'existence. Et il dira que A est cause de B si l'être de B dépend de l'être de A. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même notion de la causalité. Alors, avec ce que je viens de vous dire là, j'ai terminé le chapitre sur les idées et j'aborde maintenant le chapitre sur le jugement. Par une idée qui est abstraite, ce que je vais vous dire résulte donc de l'abstraction. Par une idée, nous connaissons un aspect intelligible, un élément d'intelligibilité que nous avons découvert en quelque chose et que nous en avons séparé. Mais jamais par une idée, nous ne connaissons le tout d'une réalité quelconque. Par exemple, par l'idée d'homme, je connais de cet être réellement existant qui s'appelle Pierre, quelque chose de lui qui est sa nature humaine, car Pierre est véritablement homme. Mais par l'idée d'homme, je ne connais pas le tout de Pierre, car si Pierre est homme, il est bien d'autre chose. Il est brun, il est sanguin, il est coléreux, il est musicien. Et par conséquent, pour connaître davantage Pierre, je ne peux pas me contenter de l'idée d'homme, je dois multiplier les idées à son sujet. Je dois à l'idée d'homme ajouter les idées de brun, de sanguin, de coléreux, de musicien. Mais ces idées ne sont pas indépendantes les unes des autres. Il faut les lier entre elles. Par exemple, lorsque par l'idée d'homme, j'ai reconnu en Pierre sa nature humaine, et lorsque par l'idée de brun, j'ai reconnu en Pierre la pigmentation brune de son système pileux, je dirais, cet homme est brun. C'est un jugement. C'est un jugement parce qu'en disant cet homme est brun, mon intelligence se prononce en affirmant que cet homme est brun, elle se prononce, c'est-à-dire qu'elle juge. Cet acte de l'intelligence qui va lier les idées entre elles, dans mon exemple l'idée d'homme et l'idée de brun, cet acte de l'intelligence s'appelle le jugement. Le jugement relie les idées entre elles. Et par là, le jugement restitue au réel, reconstitue ce que l'abstraction a séparé. L'abstraction a séparé du réel différents aspects intelligibles. Le jugement est un retour à la réalité qui réunit en elle tous ces aspects intelligibles. Le jugement peut soit joindre, soit disjoindre les idées selon qu'il est affirmatif ou négatif.
Quand je dis l'homme est libre, je joins l'idée d'homme et l'idée de liberté, mon jugement est affirmatif. Quand je dis la pierre n'est pas vivante, je disjoins l'idée de pierre et l'idée de vie, mon jugement est négatif. Mais quand le jugement soit affirmatif ou négatif, par lui l'intelligence se prononce, c'est-à-dire qu'elle juge, et c'est pourquoi cela s'appelle jugement. Tant qu'il n'y a en nous que des idées, il n'y a que des éléments d'activité intellectuelle. L'activité intellectuelle n'aboutit que dans le jugement, en affirmant ou en niant. C'est le jugement qui est le terme de l'activité intellectuelle. Alors, nous allons reposer à propos du jugement le problème résolu la dernière fois pour les idées de l'objet formel qui constitue la nature de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence connaît des choses par le jugement? Par exemple, qu'est-ce que mon intelligence connaît de la réalité par le jugement l'homme est libre? Ce n'est pas la nature humaine déjà connue par l'idée d'homme. Ce n'est pas la liberté déjà connue par l'idée de liberté. Alors, qu'est-ce que ce jugement l'homme est libre ajoute à l'idée d'homme et à l'idée de liberté? Le verbe être qui joint le sujet homme et l'attribut libre. Donc, ce que mon intelligence connaît de la réalité par le jugement l'homme est libre, c'est l'être qui est à la fois homme et libre. C'est l'être qui unit en lui nature humaine et liberté. Et ainsi, nous avons retrouvé que l'objet formel qui constitue la nature de l'intelligence est l'être. Et ceci vous montre la différence du jugement, dont l'homme seul est capable par l'intelligence, avec les associations d'images dont les animaux supérieurs sont capables comme nous. C'est pourquoi, au centre de tout jugement, il y a le verbe être. Le verbe être est l'âme du jugement, c'est lui qui fait qu'il y a jugement. Alors là, vous allez peut-être m'objecter, mais pourtant, il y a des jugements où il n'y a pas le verbe être, mais un autre verbe. Par exemple, quand je dis l'homme marche, ce n'est pas le verbe être, c'est le verbe marcher. Eh bien, dans cette objection, on est dupe des formes grammaticales. Car qu'est-ce que mon intelligence connaît de la réalité par ce jugement? L'homme marche. C'est l'être qui unit en lui la nature humaine et la marche. De sorte que pour mettre à nu la nature de ce jugement, il faudrait l'énoncer: l'homme est marchand. Et bien entendu,
je ne vous donne pas là un conseil de grammaire. Si dans une rédaction, au lieu de mettre l'homme marche, vous mettiez l'homme et marchant, on vous reprocherait une tournure lourde et inélégante et on aurait raison de vous la reprocher. Mais, pour faire l'analyse intellectuelle de l'acte de l'intelligence qui est le jugement, il faut formuler le jugement l'homme marche en disant l'homme est marchand. Ce qui veut dire que dans n'importe quel verbe, le verbe être est sous-entendu. Et du point de vue de la grammaire, il est très bien qu'il soit sous-entendu, mais il faut savoir qu'il est sous-entendu, mais qu'il est là réellement présent, et que c'est lui qui constitue le centre et l'âme du jugement. De ce que nous venons de dire, il résulte que la qualité essentielle qui convient au jugement, d'après sa nature même, c'est d'être conforme à la réalité à connaître telle qu'elle est, c'est-à-dire d'être vrai. Plus précisément, le jugement affirmatif est vrai si ce qu'il joint dans la pensée est uni dans la réalité. Et le jugement négatif est vrai si ce qu'il disjoint dans la pensée est séparé dans la réalité. Dans le cas contraire, le jugement serait faux, ce serait une erreur. Par exemple, le jugement l'homme est libre est vrai, parce qu'il unit dans la pensée l'idée d'homme et l'idée de liberté, mais la nature humaine et la liberté vont ensemble dans la réalité, comme nous le verrons quand je vous ferai en mai le cours sur la liberté. Le jugement, la pierre n'est pas vivante est vrai, parce qu'il disjoint dans la pensée l'idée de pierre et l'idée de vie, mais la nature de la pierre et la vie ne vont pas ensemble dans la réalité. Donc ce jugement est conforme au réel, il est vrai. Au contraire, si je disais la pierre est vivante, ce serait une erreur, car je joindrais dans ma pensée l'idée de pierre et l'idée de vie, alors que la nature de la pierre et la vie ne vont pas ensemble dans la réalité. Donc, voyez-vous, la vérité, c'est la conformité de l'acte de pensée qu'est le jugement avec la réalité à connaître telle qu'elle est. Et vous voyez donc que la vie intellectuelle ne trouve son achèvement, autrement elle n'est qu'amorcée, elle n'est qu'en route, ne trouve son achèvement que dans l'affirmation de la vérité. Et, d'après la nature d'un jugement, il n'y a rien d'autre à lui demander que d'être vrai. Sa nature ne comporte pas autre chose. Donc, nous ne devons jamais laisser influencer nos jugements par nos intérêts, nos cupidités, nos désirs, nos goûts, nos préférences, nos inclinations, nos passions. Mais toujours reconnaître la réalité telle qu'elle est, même quand elle nous est désagréable ou pénible. Il n'y a pas de pire déviation de l'intelligence que de prendre ses désirs pour des réalités.
quand même quelque chose de vrai nous serait profondément désagréable, ou serait dit par notre pire ennemi, il faut tout de même reconnaître que c'est vrai. Quand même quelque chose de faux nous serait très agréable ou serait dit par notre meilleur ami, il faut tout de même reconnaître que c'est faux. Et il ne doit pas y avoir aucune autre règle du jugement que de reconnaître la réalité telle qu'elle est. C'est ce qu'on appelle l'objectivité. Mais pour y arriver, il faut souvent toute une ascèse de l'intelligence pour ne pas nous laisser influencer par nos inclinations, nos goûts, nos préférences et nos passions. Et à ce sujet, le vocabulaire courant est souvent très déficient. J'ai par exemple souvent entendu dire en parlant d'une personne, c'est quelqu'un qui a des idées élevées. Ben, je ne sais pas ce que c'est qu'une idée élevée. Je sais ce que c'est qu'une tour élevée si elle a 300 mètres comme la tour Eiffel. Je sais ce que c'est qu'un homme élevé s'il a une taille de plus de 2 mètres. Je ne sais pas ce que c'est qu'une idée élevée. Une idée n'est pas élevée ou basse, elle est vraie ou fausse. De même, on dit quelquefois en parlant de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des idées généreuses. Ben, je ne sais pas ce que c'est qu'une idée généreuse. Je sais ce que c'est qu'un cœur généreux et je l'apprécie. Mais une idée n'est pas généreuse ou pas généreuse, elle est vraie ou fausse. Voyez-vous, pour l'intelligence, il ne doit jamais y avoir d'autre attitude que de reconnaître la réalité telle qu'elle est. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la nature du jugement. Mais maintenant, il faut vous signaler qu'il y a 2 espèces de jugement, suivant 2 cas. Premier cas, l'attribut résulte de la nature du sujet. C'est le cas du jugement l'homme est libre. Quand je vous ferai en main le cours sur la liberté, nous verrons que la liberté résulte de la nature humaine. Dans ce cas, il suffit d'analyser le sujet pour y découvrir l'attribut. Et un tel jugement est dit analytique. Mais alors, ce jugement nous fait connaître une nécessité de la nature des choses. Il peut donc être affirmé avant toute constatation par l'expérience, c'est ce qu'on appelle a priori. Où vous avez le préfixe pri qui signifie avant. On appelle a priori ce qu'on peut affirmer avant l'expérience. Un tel jugement fait connaître ce qui doit être en raison de la nature des choses, c'est un jugement de droit. Deuxième cas, l'attribut ne résulte pas de la nature du sujet. Par exemple, cet homme est brun. Brun ne résulte pas de la nature humaine. Il y a des hommes blonds ou roux. Donc, l'attribut s'ajoute vraiment au sujet. Un tel jugement est appelé synthétique. Mais alors, on ne peut l'affirmer qu'après constatation par l'expérience, de sorte qu'un tel jugement s'appelle a posteriori, où vous avez le préfixe post
qui signifie après, ce qui est affirmé après l'avoir constaté par l'expérience. Et par conséquent, c'est un fait constaté, c'est un jugement de fait. Les jugements analytiques ou a priori ne concernent pas seulement l'être réel, mais tout l'être possible. Tous les hommes qui pourront exister, du moment qu'ils seront hommes, seront libres. Le jugement synthétique ou a posteriori ne concerne que l'être réel donné dans l'expérience. Cette distinction entre ces deux espèces de jugement est une chose simple, et tout serait resté simple si Kant n'était pas venu tout embrouiller en parlant de jugement synthétique a priori. Et il est important de faire l'examen critique de cette grave erreur de Kant. Kant commence par prétendre que les jugements analytiques ne nous apprennent rien. Du moment que l'attribut est contenu dans le sujet, ça ne nous apprend rien. Mais les principes qui sont au fondement de toutes les sciences nous apprennent quelque chose, en raison de leur fécondité à la base des sciences. Donc ces principes ne sont pas analytiques d'après Kant, ils sont synthétiques. Mais comme ils sont affirmés avant l'expérience et servent à interpréter l'expérience, ils sont a priori. Donc d'après Kant, les principes qui sont à la base des sciences seraient des jugements synthétiques a priori. Ceci va conduire Kant à l'idéalisme, car si un jugement est synthétique, ce n'est pas une nécessité de la nature des choses, mais du moment qu'il est a priori, ce n'est pas un fait constaté. Donc c'est une pure construction de l'esprit. Et ainsi toute notre pensée reposerait sur des constructions de l'esprit, et cela conduirait à l'idéal. Eh bien, nous ne pouvons pas admettre cette théorie de Kant des jugements synthétiques a priori. Car si un jugement est synthétique, ce n'est pas une nécessité de la nature des choses. Mais s'il est a priori, ce n'est pas un fait constaté. Donc nous n'avons aucun moyen de savoir s'il est vrai ou faux, et nous n'avons alors aucun motif pour l'affirmer. Il faut donc rejeter les jugements synthétiques a priori. Alors, où se trouve l'erreur de Kant? C'est de prétendre que les jugements analytiques ne nous apprennent rien. Bien sûr, dans le cas du jugement analytique, l'attribut est contenu dans le sujet. Mais je ne le sais pas avant ce jugement analytique. C'est le jugement analytique qui m'apprend que l'attribut est contenu dans le sujet. Donc il m'apprend quelque chose. Et les principes qui sont à la base des sciences sont bien a priori, mais ils sont analytiques. Elles nous font connaître des nécessités de la nature des choses. Vous pourriez peut-être me citer en faveur de la théorie de Kant ce que dans certaines sciences on appelle des postulats, comme le postulat de Gley en géométrie ou le principe de l'inertie en mécanique.
qui sont posées a priori et qui pourtant ne sont pas analytiques. Eh bien, il est exact qu'au moment où, au point de départ d'une science, on affirme un postulat, c'est bien synthétique et a priori. Mais ces postulats doivent être ensuite justifiés a posteriori par les conséquences que la science en tire. Par exemple, la vérification expérimentale de toutes les conséquences que la mécanique tire du principe de l'inertie, ou pour la géométrie, le fait que seules les figures construites selon le postulat d'Euclide sont représentables pour notre imagination, de sorte que la géométrie euclidienne et la géométrie de l'espace représentable pour notre imagination, ce qui n'exclut pas du tout la construction rationnelle à partir d'autres postulats, d'autres géométries rationnellement cohérentes, mais dont les figures ne sont pas représentables pour notre imagination. Et j'ai terminé là ce que nous avions à voir à propos du jugement. Et j'arrive au 3e chapitre de l'étude de l'intelligence, qui est le chapitre du raisonnement. Le raisonnement enchaîne nos jugements. À la base du raisonnement, il y a une affirmation déjà connue comme vraie, qu'on appelle principe du raisonnement. Dans principe, vous avez encore le préfixe pri qui signifie avant, ce qui est reconnu comme vrai avant le raisonnement. Les principes du raisonnement s'appellent encore les prémices, où vous avez le préfixe pré qui lui aussi signifie avant. Et prémisse s'écrit avec 2 S. Le mot prémisse avec un C existe en français, il est synonyme de primeur. Manger en ce moment des fraises ou des cerises, ce serait des prémices avec un C. Mais les prémices du raisonnement s'écrivent avec 2 S. Alors donc, au point de départ du raisonnement, il y a les principes ou les prémices. Et le raisonnement aboutit à une affirmation qu'on appelle la conclusion. Et le rôle du raisonnement est de montrer que la conclusion résulte des prémices, ou que si les prémices sont vraies, il en résulte que la conclusion est vraie. Alors, nous allons reposer à propos du raisonnement une 3e fois le problème de l'objet formel de l'intelligence. Qu'est-ce que notre intelligence connaît de la réalité par le raisonnement? Ce ne sont pas les prémices, déjà connues comme vraies avant le raisonnement. Vous allez me dire, bien sûr, c'est la conclusion. D'accord. Le raisonnement nous fait connaître la conclusion. Mais pas seulement la conclusion. Et il nous fait connaître pourquoi la conclusion est vraie, parce qu'elle résulte des prémices. Autrement dit, le raisonnement nous fait connaître la raison d'être de la vérité de la conclusion. Ce qui est dans la constitution de l'être fait que la conclusion soit vraie. Et nous retrouvons une 3e fois que l'objet formel qui constitue la nature de l'intelligence est l'être. Et vous voyez par là la différence de nature entre le raisonnement dont l'homme seul est capable et les très complexes associations d'images
dont sont capables des animaux supérieurs comme le chien. Je vous ai la dernière fois donné cet exemple d'un chien qui voit son maître prendre sa canne et son chapeau, il pose des cris de joie, il sait qu'on part en promenade. Il y a là une constatation. Il a constaté que quand on prend la canne ou le chapeau, on part en promenade. Mais il ne sait pas pourquoi il pose une canne et un chapeau pour aller en promenade. Il ne connaît pas le pourquoi des choses. Tandis que le raisonnement découvre le pourquoi des choses. Et vous reconnaissez qu'un enfant parvient à l'âge de raison lorsqu'à propos de tout, il demande pourquoi. L'intelligence veut connaître le pourquoi des choses. Et là encore, il y a deux espèces de raisonnement. La déduction et l'induction. La déduction procède a priori. Il n'y a qu'à tirer les conséquences des principes. L'induction est a posteriori. Elle fait appel aux données de l'expérience pour en induire ce qui nous est ainsi révélé sur la nature des choses. Par le travail de l'abstraction, du jugement et du raisonnement, nous parvenons à constituer la science qui est la conservation de nos connaissances intellectuelles. Vous trouverez des auteurs qui parlent de mémoire intellectuelle, le vocabulaire est confus, ça risque de confondre avec la mémoire, faculté de sensibilité. On n'a pas besoin de parler de mémoire intellectuelle, puisque nous avons le mot science pour désigner la conservation des connaissances intellectuelles. La science est quelque chose que l'intelligence possède en elle. Par elle, nous possédons nos connaissances. Et on désigne cela par un mot latin, intraduisible en français, le mot latin habitus, où vous avez la racine H-A-B, qui est le verbe avoir en latin. Ce qu'on appelle un habitus, c'est ce qu'on a en soi, ce qu'on possède en soi, et dont on peut disposer, tel est le cas de la science, par laquelle nous possédons en nous nos connaissances. Surtout, ne traduisez pas par habitude. Vous fausseriez totalement le sens du mot. L'habitude n'est qu'un automatisme qui n'a rien à voir avec les habitudes. Si vous vouliez absolument une traduction française, la seule possible serait l'infinitif du verbe avoir pris substantivement, en disant que les habitudes sont les avoirs de nos facultés, que la science est un habitus ou un avoir de l'intelligence. Eh bien, par le triple travail de l'abstraction, du jugement et du raisonnement, nous parvenons à constituer la science. J'ai terminé là ce tableau d'ensemble des moyens de connaissance dont l'homme dispose par sa nature humaine. Mais en faisant cela, j'ai constamment parlé de connaissance et de connaître. Il faut maintenant nous demander ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que connaître? Qu'est-ce que c'est que la connaissance?